Allez, salut tout le monde. Alors on est à Paris Ludique. Normalement c'est la première interview qu'on diffuse parce qu'on la diffuse normalement le lundi, sauf Explosion du Monde. Je suis avec Flo encore de la télévision. J'espère que tu vas bien, que tu as fait bonne route. Ouais, c'était un peu long, mais c'était un peu long, mais bon. Ouais, mais ça va, c'était bien. Depuis tes terres catalanes. Voilà. Alors on se retrouve encore cette fois-ci en vrai, donc ça faisait longtemps. Ouais, ça fait plaisir. Mais on va pas parler d'Omega. Pour une fois, on va évoquer ce kakimono qui bouge derrière nous. C'est Sapin Inca. Alors Sapin Inca en financement sur Game On Tabletop, qui finit tout bientôt là dans un peu plus de 24 heures au moment où on diffuse cette vidéo. Il y a une table derrière qui est en cours de jeu d'ailleurs avec Éric Dubourg, l'un des auteurs du jeu. Alors, tu es déjà passé sur quelques chaînes YouTube, mais des fois que les gens ils prennent le wagon en cours de route là, est-ce que tu peux leur expliquer rapidement ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Sapin Inca? Sapin Inca, Sapin Inca, l'Empire Inca, 1535. Ok. Les Espagnols, les conquistadors sont arrivés pour conquérir donc l'Empire Inca. Et puis il n'y a pas eu de conquête puisque les dieux Incas se sont manifestés et on dit non en fait. Ils ont donné des pouvoirs aux Incas pour lutter contre ces Espagnols. Et là en 1535 il y a un statu quo, il y a 4 enclaves espagnols dans le territoire de l'Empire Inca historique. Et donc il n'y a pas eu de conquête. La proposition ludique de Sapin Inca, c'est que on va jouer dans l'Empire Inca, on va jouer des agents secrets de l'Empire, en fait des Amachak. C'est une invention, hein. Bien sûr, ça c'est le côté inventé. Voilà, donc on joue des Amachak, c'est-à-dire que ce sont des agents secrets de l'Empire, de l'Empereur, qui vont maintenir l'Empire Inca en place, lutter contre les Espagnols, lutter contre des dieux occultes, des monstres occultes, parce que comme il y a des dieux bons, il y a des dieux mauvais aussi, voilà. Et puis également, il y a la découverte des vestiges des anciennes civilisations Nazca et autres, et puis les cités d'or qu'on peut imaginer. Voilà. C'est un jeu historique, avec de l'histoire, une base historique culturelle qui est placée, mais c'est un jeu d'aventure et de fiction. C'est ça. Ok. Et globalement, vite fait, comment est-ce que ça se joue? Si genre je dois faire une partie là dans 2 heures, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir en fait en termes juste vite fait les règles? Au niveau des règles, c'est assez. On joue avec des dés. Déjà. Information. Ça peut être bien. On ça joue change parce que c'est avec des blattes, des diodes, sur Omega. Donc en fait on joue avec des dés 8, les dés à 8 faces, 8 parce que c'est un chiffre mythique pour les Incas, le 4 et le 8. Et on joue sur ces dés, sur ces faces, le 3 et le 4 et le 7 sont des réussites, avec une explosion sur le 4. En fait on a caractère plus compétence et on jette un nombre de dés et on a un nombre de réussites à avoir. Voilà. Avec des explosions. Voilà. Tout simplement. Ça va. Ok. Bon, du coup, un système qui se veut quand même assez abordable. Voilà, c'est du déjà vu, mais remanié avec le vernis Inca, je dirais. Alors, Sapin Inca, jeu à forte tendance historique, du coup. Oui. Par rapport à Insectopia et Omega, on est encore une fois sur un jeu qui est très différent des autres. Oui. Pourquoi tu as voulu éditer Sapin Inca? C'est quoi qui t'a parlé dans le jeu au point de vouloir créer une aventure éditoriale avec le financement et tout ce que ça implique, bien sûr. Oui, alors Sapin Inca, ça fait, je pense, 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur le projet. C'est l'histoire d'auteurs en fait qui m'ont parlé de cette envie de traiter les Incas. Bon, il y a les cités d'or dans une génération où on est à 45-50 ans, tu vois. Il y a les cités d'or, il y avait cette envie-là. Et puis j'en ai discuté avec Laurent Zodiac Loroliste, qui est auteur aussi. Il y a Zodiac Loroliste, Éric Dubourg et Nurtor Lenoir qui sont auteurs sur le projet. Et donc en discutant avec le Zodiac, il me dit moi mon rêve c'est de faire un jeu sur les Incas. Lors d'une convention on a parlé de ça, que c'était super bien. On a parlé des cités d'or, tu vois, de cette envie-là. Et puis Eric est venu me voir, il m'a dit moi j'ai un jeu historique sur les Incas, etc. Je trouvais ça bien, mais je voulais y mettre du fun aussi. Et donc les deux dedans, en fait, c'est un jeu à base historique, mais avec de la fantaisie et avec des ressorts ludiques importants. Ok, bon, du coup, c'est vraiment des auteurs en discutant qui sont venus c'est l'envie de créer un jeu. Les Incas, cette envie d'être dans un univers assez particulier, et puis l'opportunité avec différentes personnes de pouvoir proposer quelque chose de vraiment ludique. Ok. Enfin bon, bonne explication du pourquoi du comment. Et du coup, tu disais tout à l'heure que c'était il y avait un côté fiction, aventure, etc. Alors, est-ce que Sapin Inca, c'est uniquement un jeu d'aventure, de fiction et de fantasy entre guillemets, ou est-ce que la dimension historique
que tu as avec les envahisseurs qui ne sont pas arrivés à leur fin comme on a vu dans notre monde. Est-ce que ça pousse aussi, le jeu pousse à réfléchir sur les rapports entre un envahisseur et l'envahi, entre guillemets, et les rapports que ces peuples-là peuvent avoir? Alors bien sûr, parce que alors ça donne un... C'est un jeu de rôle, hein. Oui. Et moi j'ai ce propos dans Omega et Insectopia. Oui. Donc bien sûr, c'est mis en place, bien que je ne sois pas auteur sur Sapin Inca, j'ai fait une partie du système, hein, oui. quand même, voilà. Bien sûr, c'est mis en place en fait dans les scénarios. C'est un jeu historique. Enfin, il y a une base historique très forte, culturelle. On met en place un background, l'histoire, comment en 1535 c'était, et on modifie certains éléments pour créer du jeu, des aspects ludiques. Donc c'est historique. Après, bien sûr, suivant les scénarios, ça va questionner sur l'envahisseur, les relations entre donc les conquistadors et les Incas, et puis bien sûr l'aspect religieux aussi, parce que les dieux Incas vont élire, parce qu'on joue des Amachaks, ce sont des élus qui ont des pouvoirs d'un dieu, et des pouvoirs aussi, d'un animal totem. Yes. Tous les joueurs ont ça, que tu sois guerrier ou autre, ou prêtre, tu as ces pouvoirs-là. Et donc en fait, c'est des élus qui vont être éduqués, qui sont repérés dans l'Empire, qui vont être éduqués. Et en fait, ils peuvent élire des conquistadors. Les dieux peuvent choisir. Ils peuvent être taquins, avoir leur dessin. Ce qui pose une question en fait de croyance très forte, parce que le parti pris qu'on a, c'est que le dieu chrétien ne s'est pas manifesté dans l'Empire. Il y a la technologie. D'une part, c'est pour le gameplay, parce qu'il y a la technologie face à la religion, mais d'autre part, c'est l'idée que les dieux en fait, le dieu chrétien se manifeste en Europe, mais pas chez les Incas. Mais pas chez les Incas. Donc, ça pose l'ouverture sur est-ce que. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une façon d'interroger l'humanité aussi, comme pour Omega. Moi j'ai toujours ça en tête. Mais après, il n'y a pas de parti pris, c'est juste une ouverture pour se poser des questions. Ok. Après, on a les réponses qu'on veut. Voilà, c'est ça, ça se crée en jeu du coup au cours d'une table. Et du coup, alors question suivante, mettons, je veux maîtriser le jeu, je suis nul en culture Inca et en histoire Inca. C'est quoi les sources d'inspi? Alors on a parlé de Cité d'Or notamment, mais c'est quoi qui est à disposition, qui est assez fastoche à avoir d'après toi, pour m'ajouter du contenu en fait à assimiler pour mieux maîtriser le jeu? Alors, tu as différents bouquins, BD qui ont traité de ces sujets-là. Tu as des éléments historiques, tu as la géo-histoire qui ont traité des Incas et des civilisations Incas. Donc ça, c'est des bases historiques que tu peux utiliser. Après, le jeu en lui-même, dans le livre de base et dans le livre univers, on va traiter, on va amener, on va de manière pédagogique mettre en place des éléments pour que les joueurs et le MJ puissent puissent mettre en place à la fois l'histoire et puis la culture. Ok. Par exemple, ils n'écrivent pas. Ouais. Par exemple aussi, ce qui est étrange aussi, c'est qu'ils vivent avec leur mort. C'est-à-dire qu'il y a un enterrement, et 6 mois plus tard, il y a une fête, ils déterrent le mort pour faire la fête avec lui. C'est champêtre. C'est entre particulier. autres. Ça permet de garder le contact, de garder le lien. Et aussi, il y a 2 mois dans l'année, tout le monde doit faire ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu as une tâche commune. Tu vas travailler pour l'Empire en fait. Pendant 2 mois, d'accord. Tu travailles pour l'Empire, mais c'est une tâche pour la collectivité. La Mita, ça s'appelle. La Mita, ok. D'accord. Donc tout ça, et puis il y aura pas mal de précis dans le bouquin pour appréhender cet univers-là, etc. Bien sûr, pas mal de concepts. Ok. Et quasiment là, on arrive sur la fin, mais là, c'est le premier jeu à tendance fortement historique. Oui. C'est une volonté chez Odonata d'aller vers ça, d'avoir une gamme de jeux historiques ou un type de jeu? Oui, parce qu'en fait, on a une expérience ludique, une expérience créative avec Eric, Nurtor et Zodiac, qui nous pousse à développer d'autres jeux de ce type. On a fait un label qui s'appelle Terre du Chrony, et donc on veut développer d'autres univers. À la base historique, mais avec un aspect fantasy ou un aspect horrifique ou un aspect suivant ce qu'on peut faire dans l'imaginaire aussi de cette histoire. Et sans faire de redite avec ce qui est sorti déjà en jeu de rôle. Ok, donc le label est fait pour prévoir ce genre de l'histoire, de la culture, mais avec du ludique et de la fantasy. Ok. Bon du coup, on attend de voir ce que ça donnera dans les prochaines années. Ça peut être cool.
j'apprécie plutôt les jeux à forte tendance historique, donc ça sera cool à voir. Et dernière question, là on arrive sur le dernier mot. Là, comme je disais, il reste très peu de temps avant la fin du financement. Pourquoi les gens devraient pledger à Sapin 1K? Là, quel est l'ultime argument si jamais tout ceci n'aurait pas suffi? Moi, j'ai plusieurs arguments. D'accord. Je peux te donner plus. En fait, d'une part, pledger, c'est avoir un peu plus au moment du pledge qu'on recevra par rapport au prix de sortie. Ça, c'est déjà une première chose. C'est bien sûr soutenir un projet. Et je dois dire quand même que Covid, plus crise du papier, plus guerre en Ukraine, etc. En fait, c'est plus compliqué aujourd'hui. Ouais. C'est financièrement plus compliqué aujourd'hui de sortir un jeu. Donc ça nous aide plus. Plus il y a d'argent finalement pour le financement, plus le jeu d'illustration, plus on prendra des gens pour faire de la correction, etc. Odonata se renforce, mais on a besoin de soutien. Ok. Voilà. Et bien voilà, ça sera sur ça qu'on termine cette interview pour Odonata Sapin 1K avec Florent qui a encore une fois accepté de jouer le jeu de l'interview. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre. Merci à toi. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, la ritournelle habituelle, tous les liens sont dans la description, la vidéo du podcast, sur les diffuseurs en audio aussi. N'hésitez pas à commenter, partager, à aimer et à vous abonner à nos différentes chaînes, podcasts et vidéos. Et puis on vous dit à très très bientôt. Nous on va se mettre vite fait à l'ombre parce que là je commence à voir l'arrière du t-shirt en flaque d'eau. À la prochaine. À la prochaine. Et prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao.